Bonjour, donc on a deux invités de marque pour Espoir et Dignité aujourd'hui. On a Michel Caillé, qui est une personne emblématique et médiatique. On l'a suivi depuis les Amis de la Constitution lors de la crise Covid-19. Et puis ensuite, elle est partie pour fonder son propre mouvement, le Mouvement Fédératif Roman. Je vous donnerai quelques minutes pour vous présenter un peu plus Michel. Et puis, on a directement à ma droite le colonel IMG Boris Cholet. Donc, IMG, qu'est-ce que ça veut dire? IMG, c'est état-major général. Ça veut dire qu'il faisait partie de l'état-major général, une spécialité, une expertise spécifique dans le renseignement militaire, qui est un domaine vaste et très intéressant et ô combien d'actualité, et que j'ai eu la chance de suivre comme élève lors du stage de formation état-major 1 à Lucerne en 97 ou 87. J'ai beaucoup appris. J'avais appris notamment la notion de la plus-value, en fait, de la valeur ajoutée et d'autres notions. Et c'est toujours un plaisir de vous côtoyer, mon colonel. Là aussi, je vous donnerai quelques minutes pour vous présenter un peu plus davantage. Et je vous passe directement la parole, Michel, pour vous présenter, pour dire un peu qui vous êtes, même si la majorité, je pense, des gens qui suivent Espoir et Dignité vous connaissent. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, bon, moi, je suis juriste et j'ai cofondé avec plusieurs amis qui étaient déjà là pendant la période sanitaire qu'on a subie et qui ont également fait avec moi les référendums contre les lois Covid. Et on a décidé, après le deuxième référendum, alors que j'étais porte-parole des Amis de la Constitution, de créer ce mouvement, mouvement fédératif roman, donc qui est un mouvement citoyen, apolitique, je tiens vraiment à le préciser. Donc nous sommes au service du citoyen, nous écoutons le citoyen lambda de tous les jours avec tous ses problèmes et nous essayons de déjà lui rendre la parole, d'être son porte-parole également. Et nous sommes dans différentes actions, toujours liées bien sûr à la politique suisse, parfois la politique étrangère, si on peut le dire comme ça, quand on s'occupe de plus de l'OMS, par exemple. Là, nous avons fait toute la campagne référendaire contre l'identité numérique, où on aura le résultat de la votation à la fin de cette semaine. Donc voilà, c'est ce type d'action que nous menons. Nous menons aussi des actions, nous écrivons des courriers à différentes instances, suivant les problèmes qui se posent, et également nous organisons des conférences avec, notamment, nous avons eu également le plaisir d'avoir le colonel Cholet, qui est venu nous faire une magnifique conférence. Nous avons une conférence pratiquement presque tous les mois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc, je vous remercie, Michel. Juste pour rebondir sur les Amis de la Constitution, donc c'était le début des années 2020, enfin les années Covid. Ça a été à un moment donné avec plus de 16 000 membres. On peut dire que c'était la première, même si c'était pas un parti politique initialement, on peut dire que c'était la première force d'opposition, la première force politique en Suisse, ce qui est admirable puisqu'on leur doit et on vous doit, puisque vous étiez le fer de lance pour la Suisse romande, en tout cas des Amis de la Constitution. On doit d'être le seul pays au monde où on a pu voter 2 fois, donc le peuple a pu se déterminer 2 fois contre certaines mesures liberticides liées à la crise de la Covid-19. Dites-moi si je me trompe. C'est même 3 fois. Ah, 3 fois. Bon, ça, je sais que j'ai voté 2 fois. 2 fois, oui, mais il y a eu la 3e fois où c'est arrivé une année plus tard. C'était par rapport à la durée du certificat Covid qui devait se terminer fin 2022 ou 2023, je ne me souviens plus, et qui avait été reporté par le Parlement à une date ultérieure. Donc, il y avait eu un troisième référendum puisqu'il y avait eu encore une modification de la loi Covid. Mais là, c'était plus avec les Amis de la Constitution parce qu'après le second référendum, il y a eu, on va dire, malheureusement, très malheureusement, une sorte de dissolution de ce mouvement qui existe toujours en Suisse alémanique, mais qui n'a pas duré en Suisse romande. C'est d'ailleurs pour ça que le mouvement fédératif roman on voulait continuer cet élan citoyen qui était tellement important, parce que je crois qu'on peut même parler des Amis de la Constitution, de dire que c'était carrément un lobby citoyen, parce que c'était vraiment une force avec laquelle le gouvernement a dû faire. C'est malheureusement plus le cas maintenant, et on essaye avec le mouvement fédératif roman de mobiliser au moins la Suisse romande déjà. On essaye d'être en partenariat avec certains groupes suisses alémaniques, mais c'est toujours un petit peu compliqué, la Suisse alémanique et la Suisse romande.
Il y a toujours malheureusement ce petit Rushdie Graben. Vous avez pour le moins le mérite d'exister, puisque dans le paysage roman, donc à ma connaissance, il n'y a pas d'autres mouvements citoyens de cette ampleur. Et puis c'est très utile de rajouter, de préciser que vous n'êtes pas piloté, il n'y a aucun parti politique derrière vous. Vous êtes vraiment un mouvement citoyen, donc vous présentez la société civile, excusez-moi. Et puis le colonel Cholet, donc je vais juste préciser que vous êtes plus aux affaires, mais on sait très bien qu'un officier supérieur de renseignement, quand il est plus aux affaires, il est encore plus redoutable. Donc je pense bien que vous êtes encore plus actif qu'avant. Je vous laisse vous présenter. Alors, j'aimerais d'abord vous féliciter pour votre mémoire, avoir retrouvé la date de 1997. Octobre, à Lucerne. Mémoire que je n'ai plus. Et j'aimerais aussi dire l'honneur que j'ai de croiser le verbe avec Michel Caillé aujourd'hui, qui est une dame qui défend avec détermination ses convictions personnelles dans l'intérêt public. Voilà. Alors, je suis vraiment honoré de la chance qui m'est offerte aujourd'hui. Me présenter, j'ai fait une licence en droit, j'ai obtenu une licence en droit à l'Université de Genève, suite à laquelle j'ai obtenu un diplôme d'études supérieures en droit. Je suis entré à l'armée. Et puis, dans le cadre de cette armée, j'ai encore eu la chance de suivre la formation de l'Institut international des hautes études de défense qui mélange les civils et les militaires en France, ce qu'on appelle l'IHEDN. J'ai aussi obtenu un master 2 en études stratégiques et internationales auprès de 2 universités, la Louis qui est à Milan et puis la Guido Carli qui est à Rome lorsque j'étais en formation en Italie, puisque je suis italien par mariage. J'ai encore eu la chance, dirais-je, d'avoir suivi la formation pour futur directeur de renseignement en Angleterre, qui m'a beaucoup impressionné. Ça m'a permis aussi de côtoyer des gens qui sont vraisemblablement plus aujourd'hui en fonction, mais qui sont dans le milieu du renseignement, que ce soit le Japon, que ce soit Israël. Je tiens pas à dire que je suis pro-israélien ou pro-palestinien, mais simplement que j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui sont bien plus doués que moi dans le domaine du renseignement. Voilà un petit peu quelle est ma formation. Très bien, je vous remercie. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de souveraineté versus l'Union européenne. Pour remettre le cadre, très très discrètement, puisque ça n'a pas été très médiatisé à ce moment-là, c'était le 20 décembre dernier à Berne. C'est encore président de la Confédération, donc Viola Amerd, qui est parti au mois de mars, qui était entre autres la ministre de la Défense, a reçu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et ils ont, avec cette poignée de main, ils ont acté l'accord institutionnel. C'est un accord institutionnel. Les médias l'ont vulgarisé en appelant les bilatérales 3, mais ce ne sont pas des bilatérales 3, c'est un accord institutionnel qui est divisé par le Conseil fédéral en différents packages sur lesquels on devrait normalement se prononcer, bien que ce soit pas l'intention du Conseil fédéral, mais comme il y a eu quand même une certaine résistance populaire et notamment d'un parti politique, on ne va pas le mentionner maintenant. Et cet accord institutionnel, c'est un pas de plus de rapprochement ou d'intégration de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Alors, j'aimerais déjà, vous avez parlé du 20 décembre, effectivement, le 20 décembre 2024, moi j'y étais. Donc, vous étiez à Berne. J'étais à Berne et on y était justement pour, on va dire, accueillir Madame von der Leyen. Je tiens à vous préciser qu'on l'a pas vue. Elle est arrivée dans une limousine noire, la rue était complètement bloquée. Elle est arrivée par un petit côté. Et puis, bon, elle
elle est rentrée dans un bâtiment et puis on l'a même pas vu ressortir. On a vu la limousine qui repartait et ils avaient signé, ils avaient conclu l'accord avec Madame Hamert. Voilà. Donc c'était un petit souvenir. Moi j'y étais justement. Il faisait bien froid d'ailleurs ce jour-là. Vous l'avez vécu en live. Exactement. Ouais. Donc j'en ai un souvenir tout à fait vivace. Et c'était juste avant les fêtes de fin d'année. Exactement. Donc c'est que personne n'en a parlé quasiment. Et alors il y a encore une petite anecdote qu'on peut raconter, c'est que le même jour a été voté par le Parlement en toute discrétion la loi, la nouvelle loi sur laquelle on va voter ce week-end sur l'identité numérique. Donc tout ça a été le même jour. Donc, mais ça, on s'en est même pas rendu compte parce qu'en fait, on a vu beaucoup de parlementaires qui sortaient du palais fédéral. Aucun parlementaire n'a parlé de cette loi. Donc c'est aussi amusant. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses en toute discrétion. D'ailleurs, l'arrivée de Madame von der Leyen, on ne savait pas à quel aéroport elle allait arriver. Tout ça a été tenu très secret jusqu'à la dernière minute. Bon, on avait quelques informations, donc on a su où elle allait se trouver. Voilà, donc effectivement, déjà, vous avez relevé une chose qui est tout à fait juste, c'est qu'on appelle ça les bilatérales 3. Ça laisse supposer que c'est la suite des bilatérales 1, des bilatérales 2. Donc, c'est une espèce de stabilisation de ces bilatérales. C'est comme si c'était un échange commercial uniquement, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est un accord institutionnel, un accord cadre. Et quand on parle de cadre, eh bien là, on voit qu'il y a des normes qui se mettent en place et que ces normes, elles sont pas seulement commerciales ou économiques, elles vont beaucoup plus loin et qu'elles atteignent vraiment, elles touchent aux institutions suisses directement. Et c'est là où je crois que la plupart des gens n'ont pas conscience de ça. Ils pensent que c'est la suite, c'est ce qu'on leur vend. C'est ce que le Conseil fédéral veut nous vendre, mais c'est pas du tout ça. Ça change complètement la donne pour la Suisse. Donc on peut rebondir, mon colonel, c'est sur la notion de souveraineté. Est-ce que vous craignez qu'avec cet accord institutionnel, la Suisse perde une partie ou toute de sa souveraineté? Alors je dirais déjà que dans l'image de l'arrivée du 20 décembre, on a perdu notre souveraineté parce que moi j'ai suivi ça comme modeste citoyen télévision. En écoutant, en lisant les journaux, en regardant aussi, en écoutant la radio, on attendait Madame von der Leyen tel le Messie. C'est comme si les chiites attendaient l'arrivée de l'imam caché. C'est incroyable. Peut-être qu'elle viendra, on ne sait pas, il faudra attendre. Les accords vont-ils être signés? Parce qu'ils ne sont pas signés, elle ne va pas venir. Vous rendez-vous compte pour l'image de marque de la Suisse? Pour moi, c'était du grand guignol, quoi. Et on était véritablement dans l'attente, je vous dis, du Messie, de l'imam caché. Alors, là, on a déjà perdu notre souveraineté. On voyait très bien que on dépendait de la présence de cette Madame von der Leyen. Je vous invite à lire le Ursula Gates. Il y a un livre qui s'appelle Ursula Gates. Il faut lire ceci pour que vous compreniez qui est la personne. Ensuite, on a une part de souveraineté, mais bien sûr, parce que on ne mange pas avec le diable, même avec une longue cuillère, dit un proverbe. On signe ces accords, et bien après, ce sera fini. Il n'y aura pas de marche arrière. Aucune marche arrière. Il n'y aura que la marche avant qui fonctionnera. C'est tout. Voilà. Alors, je sais pas si Madame von der Leyen, excusez-moi, suit Espoir et Dignité, mais va pas forcément apprécier que vous la comparez avec le diable. Maintenant, sur le plan de la sécurité, sur le plan militaire, ces dernières années, et notamment en 2024, on a vu l'accord PEPCO. On a vu différents accords d'intégration vis-à-vis, non plutôt des accords on fait des accords de coopération, des accords de partage de nos données, notamment concernant la cyberguerre, notamment avec les Ukrainiens, avec les services secrets ukrainiens, donc le SBU. Est-ce qu'on n'a pas déjà, et puis bon, il y a, alors bien sûr, il y a l'acquisition des F-35, est-ce qu'on n'est pas plein pied ou les pieds joints déjà dans cette intégration de la sécurité militaire au niveau européen, la Suisse? Alors, je vais revenir sur, on est venu sur PESCO, c'est la communauté structurée permanente en français. On a signé 2 accords, un sur la cyberdéfense et puis un sur la mobilité militaire. Il faut bien vous dire, le premier chef de l'armée, Christophe Kekais, enfin Feu Christophe Kekais, nous avait vendu
le changement de paradigme. Nous vivions un changement de paradigme. Eh bien, je dis que le changement de paradigme, il est ici maintenant. Parce que pendant longtemps, on a dit, il faut tout faire pour empêcher, voire pour ralentir, dans le pire des cas, une poussée adverse. Eh bien, maintenant, on facilite le transit, le transfert des troupes entre la Suisse et ses voisins. Ça, c'est la mobilité militaire. Il faut faciliter ce passage. Je ne dis pas que ce sont les États qui nous sont voisins sont des adversaires, mais ce sont des États qui pourraient l'être. C'est comme à l'époque, lorsque nous avions, dans les années 70, quand j'ai fait mon école de recrue, on n'avait pas véritablement d'adversaires à nos frontières, mais on devait tout faire pour empêcher une poussée adverse. Ce qui fait que on devait annoncer à notre hiérarchie tous les véhicules de l'Est qui étaient sur des ponts, sur certains axes. On n'arrêtait pas de faire ceci. Aujourd'hui, on veut faciliter. Maintenant, le F-35, eh bien, le F-35, oui, c'est un avion américain. Alors, il y a une question sur laquelle personne ne veut discuter. C'est le problème de la backdoor. C'est-à-dire de la porte arrière. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une mise à jour du programme sur le F-35, les Américains pourront empêcher nos avions de décoller. Si nous n'obéissons pas aux ordres des Américains, ils seront capables de faire ça. Bien entendu, ils vont nous dire non, on ne nous a pas empêché. Il y a eu un bug informatique, on s'excuse. Personne ne veut discuter de ce point. Vous pouvez discuter de beaucoup de choses, on discute du prix, voilà, mais on ne discute pas de ce problème de cette porte arrière. Puis il faut aussi dire une chose, ce qu'on a oublié de nous dire, c'est qu'avec la vente de cet avion, on nous a vendu un concept de sécurité. C'est la raison pour laquelle c'est la CIA qui a averti notre service de renseignement de la Confédération qu'il y avait près de Mollis, enfin près de l'aéroport de Mollis, un restaurant qui était occupé par des Chinois. C'est pas le service de renseignement de la Confédération qui a découvert ceci. Ils ont d'autres sujets d'intérêt. C'est la CIA qui a averti qu'il y avait des Chinois dans ce restaurant. Et puis, on nous impose aussi un concept logistique. Toute la logistique suit. Et on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Voilà. Donc, si je me permets, mon colonel, vous dites un concept, en fait, c'est un système. Oui. Avec le F-35, on nous impose un système. Oui. Donc, le système d'armes. Mais le contrôle de notre flotte, il se fait déjà aujourd'hui par rapport au FA-18. Moi-même, j'étais officier de renseignement au sein des forces aériennes. J'ai vu des délégations, en général, c'est un amiral américain qui vient avec toute sa délégation. Là, en l'occurrence, c'était à Payerne, c'était sur la base aérienne de Payerne, où il venait inspecter nos FA-18 helvétiques qu'on avait pourtant payé à l'époque. Et il venait regarder l'état de préparation, s'il y avait eu des modifications, et de quelle manière on traitait ces avions qui étaient pourtant les nôtres. En fait, quelle est la nouveauté? La nouveauté, c'est qu'il y aura des mises à jour du programme interne du F-35. Et on peut bloquer un avion, on peut le laisser à terre. Voilà. Et puis, ce qu'il y a comme nouveauté, peut-être que personne ne le dit, mais le F-35, enfin, c'est pas vrai, parce que Pierre-Alain Fridé, le socialiste Pierre-Alain Fridé, le conseiller national. Il a écrit un livre dessus. Oui. Et puis, il y a le général Pinard-Legris, qui est un général français aujourd'hui à la retraite, qui a très clairement dit, vous pouvez le chercher sur YouTube, il dit clairement que comment est-ce qu'on dit? Je ne retrouve plus le terme. Le seul avion qui est capable de transporter les armes nucléaires tactiques américaines, qui se trouvent sur 5 pays, respectivement 6 bases, le seul avion qui est capable de transporter les armes nucléaires tactiques américaines, eh bien, c'est le F-35. Et comme par hasard, le seul traité que la Suisse refuse de signer, c'est le TIAN, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Nous n'avons pas d'armes nucléaires. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas signer ce traité. Parce que si vous revenez sur un article du quotidien Watson, qui est en ligne, ce quotidien en ligne, Watson vous dit clairement que ce serait vu par les États-Unis comme un geste inamical. Signer le TIAN parce que
en fonction de l'évolution de la situation, les Américains pourraient nous dire, nous n'avons pas assez de F-35 pour déplacer ces différentes armes nucléaires tactiques. Vous, Suisse, transportez telle et telle arme de telle base à telle base. Et si la Suisse dit, nous ne transporterons pas d'armes nucléaires tactiques américaines, comme par hasard, je suis sûr, aucun avion F-35 ne prendra l'envol. Voilà. Et sur le plan politique et juridique, vous voyez ça comment, Madame Cayet, cet accord institutionnel, donc versus souveraineté Europe? Tout à fait. Alors pour moi, c'est effectivement, mais je crois que même les européistes disent qu'il y a effectivement une perte de souveraineté de la Suisse. Alors bon, c'est pas une petite perte de la souveraineté de la Suisse, c'est énorme, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est un accord institutionnel qui introduit le droit directement, le droit européen, dans le droit suisse. Donc en fait, ça fait que le droit européen passe par-dessus le droit suisse et même par-dessus la Constitution. Mais si j'ose me permettre, en fait, il y a une contrepartie à ceci, c'est que l'Europe nous assure qu'on pourra participer à l'élaboration des nouvelles directives et des nouvelles lois européennes. Oh, c'est fantastique ça, parce que même si on faisait partie de l'Europe, on aurait 2,5% de notre voix, ce serait 2,5%. Donc on voit très bien que elle serait fortement diluée. On serait inaudible. Donc de toute façon, on est inaudible. Hein. C'est bien. Donc l'accord institutionnel prévoit bien que toutes les nouvelles directives et toutes les nouvelles lois européennes seront automatiquement applicables sur le territoire helvétique. Exactement. J'ai envie de vous dire, c'est déjà le cas. Il y a déjà nombre de règlements européens qui sont rentrés dans le droit suisse. Alors ça peut être typiquement dans l'alimentation, les réglementations sur simplement les paquets de riz ou ce que vous achetez dans le commerce. C'est déjà de la réglementation européenne, c'est pas de la réglementation suisse. Donc on voit que c'est déjà le cas. Alors on va dire que pour des choses comme ça, c'est peut-être pas si grave parce qu'il n'y a pas une atteinte directe à la souveraineté, mais quand on va passer au niveau supérieur et quand on va dire à la Suisse ce qu'elle doit faire, ça va devenir compliqué. Imaginez qu'il y ait des directives européennes qui rentrent dans le droit suisse et ça va être le cas si on signe ces accords et que ces directives que les Suisses ne soient pas d'accord avec ces directives. Alors on va faire rentrer ça dans le droit suisse par un arrêté fédéral et l'arrêté fédéral, le peuple suisse pourra faire un référendum. Donc on va faire un référendum, admettons, tout ça se passe. Vous avez 50 000 citoyens qui signent, pas de problème. On passe ça au vote. Les gens disent on ne veut pas de cette loi. On fait quoi? On a signé les accords qui sont au-dessus du droit suisse. Alors comment fait-on? On va se trouver avec un peuple qui dit non, on ne veut pas de cette loi, mais on va dire si, vous êtes obligé de l'accepter parce qu'elle est au-dessus des normes suisses. En fait, on va se trouver on se trouve déjà dans cette problématique. Donc, c'est un déni démocratique. On est en train de vider complètement nos institutions et la démocratie suisse. Elle en prend un rude coup. Mais on a compris depuis un bon moment que l'Union européenne n'apprécie pas du tout le système suisse. Pas du tout, parce que c'est le seul système, j'oserais dire au monde, qui permet aux citoyens de dire non, ça on ne veut pas. Mais dans notre constitution figure que c'est le peuple qui est souverain. Donc là, en fait, on enlève sa souveraineté directement au peuple. Donc, ce que vous voulez nous dire, Madame Cayet, c'est que le système suisse, qui est un système fédéraliste, c'est une erreur. Tout à fait. Le système suisse est meilleur ou fonctionne mieux que le système européen. Pas le système européen, mais plutôt la machine, cette centralisation sur Bruxelles de ces 26 pays. Avec cette centralisation, on peut dire que le système suisse, il est plus performant et il fonctionne mieux que le système européen? Alors, il fonctionne mieux pour la Suisse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il fonctionne mieux pour la Suisse, mais la Suisse est un petit pays aussi. Est-ce que le fédéralisme tel qu'on le connaît chez nous, il est vivable dans une union comme l'Union européenne? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que cette particularité suisse, elle est c'est très important de la souligner et c'est ce qui est fait notre prospérité. C'est le système suisse tel qu'il est fait. Je ne vois pas ce qu'on va avoir de plus avec l'Union européenne, si ce n'est des directives, beaucoup plus de bureaucratie, ce que nous n'avons pas en Suisse. Il y a déjà suffisamment d'administration, mais ça fonctionne bien d'ailleurs, il faut le dire. Si on a toute la bureaucratie de Bruxelles qui vient s'installer dans notre administration suisse, ça va compliquer beaucoup les choses, d'une part, mais pour le citoyen, tout simplement. Et puis bon, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourra dire par la suite.
notamment, ça aura des incidences, ces accords vont avoir des incidences sur la fiscalité suisse à terme. Typiquement, le fédéralisme, ça c'est une chose qui est très intéressante en Suisse, c'est que le fédéralisme s'applique à la fiscalité. Donc ça veut dire que chaque canton applique la fiscalité. Alors pas qu'il a envie exactement, mais enfin, il applique une fiscalité qui lui paraît correcte par rapport à son canton. Ça on va oublier ça. Donc vous parlez de concurrence fiscale. Vous parlez de concurrence fiscale. Tout à fait, exactement. Puisque nous, notre fiscalité, elle est de 27% du PIB, alors que l'Union européenne, au plus bas, elle est à 41%. Donc, on voit très bien qu'il y a une immense différence. Est-ce qu'on a envie d'arriver à 41% par rapport au PIB de fiscalité, par rapport aux 27 qu'on a actuellement? Même si déjà, je trouve qu'on paye trop d'impôts en Suisse, mais on paye toujours trop d'impôts. À vous écouter, Madame Caillé, est-ce que Bruxelles ne devrait pas plutôt s'inspirer de notre système que le contraire? Oui, si c'était possible. Je suis pas sûre que c'est possible d'appliquer ça, mais parce que si on comprend bien, en fait, on a un système qui fonctionne, on a un système qui est envié, et puis on s'apprête à le laisser tomber petit à petit à la faveur d'un système plus grand, mais qui ne fonctionne pas et qui est en tout cas pour beaucoup de spécialistes, je parle pas de moi, mais pour beaucoup de spécialistes en Europe que hors d'Europe, qui est malade aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas cette sensation? Alors, c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de souverainistes. On prenait M. Philippot en France, oui. Mais dans d'autres pays, ces souverainistes sont en train de parler de la Suisse de plus en plus. Ils aiment regarder comme ça se passe bien en Suisse. Ils sont prospères, c'est vrai, par rapport au reste de l'Europe. Il y a une différence absolument incroyable. Oui, on peut se dire, est-ce que Bruxelles ne devrait pas s'inspirer de la Suisse et non pas ce que nous sommes en train de faire, de faire exactement le contraire? Oui, on n'est pas les seuls à le dire, on n'est pas que les Suisses à le dire. Les étrangers le disent également. Et pourquoi on a tellement d'entreprises qui viennent s'installer en Suisse? C'est justement parce qu'en Suisse, il y a une sorte de libéralisme économique qui est quand même contrôlé, pas n'importe quoi, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'Union européenne. On voit la France, c'est extrêmement compliqué. Si vous discutez, vous allez en France, vous discutez avec des petits entrepreneurs, vous prenez un plombier, c'est extrêmement compliqué. Ils ont des charges monumentales sur le dos. Donc, comment peuvent-ils vivre, même survivre? C'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on veut avoir la même chose en Suisse alors que chez nous, ça fonctionne quand même plutôt bien, que les entreprises sont taxées, certes, mais pas du tout de la même manière que dans le reste de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir. Alors, un volet très important, c'est un volet épineux et qui est crispatoire dans cet accord institutionnel, c'est tout ce qui touche à la libre circulation. Oui. Pour la petite histoire, c'est intéressant de mentionner que la Suisse, avec un taux d'étrangers de 25%, en Europe, nous avons l'un des taux les plus élevés. On trouve un peu plus élevé que nous dans les pays scandinaves, mais sinon tous les pays du Sud, notamment la France, l'Espagne, l'Italie, ont des taux d'étrangers plus bas. Par exemple, l'Espagne, que je connais bien, un taux d'étrangers de 12%, et chez eux, ça semble un gros problème, alors que chez nous, avec un taux d'étrangers de 25%, c'est plutôt synonyme de richesse, d'enrichissement culturel et surtout de prospérité, puisqu'on peut dire que la Suisse s'est faite et a construit sa prospérité grâce aux étrangers, grâce à ce mélange. Dans l'accord institutionnel, ça poserait de nouveau un problème, puisque à ce moment-là, l'Europe aujourd'hui, en cas d'accord institutionnel accepté, plutôt entrer en force, l'Europe pourrait dicter notre politique migratoire. Qu'est-ce que vous en pensez, mon colonel? Alors, il faut peut-être ajouter une chose, c'est que si la Suisse a si bien prospéré grâce à la présence des étrangers, il y avait le système des quotas. Alors, en fonction des besoins de l'économie, on faisait entrer un peu plus, un peu moins d'étrangers. Voilà. La politique ne veut pas que l'on parle des étrangers qui sont arrêtés en Suisse. Mais maintenant, quand vous regardez un petit peu plus en détail, lorsque vous discutez avec les policiers, vous vous rendez compte que 72% des gens qui sont enfermés en prison, ce sont des gens de couleur. Je dis bien de couleur parce que sinon on va encore ouvrir un débat qui me ramène à une époque où on ne connaissait pas le racisme. Je vous le dis sincèrement, quand je demandais une tête de nègre dans les années 60, jamais il ne me serait venu à l'idée de penser que je me moquais des personnes de couleur.
Jamais. Vous faites référence au chocolat. Mais oui, mais oui. Alors Non, aujourd'hui, c'est il faut dire quelque chose. Bon, ça fait plaisir aux gens, parce que, mais moi, j'ai jamais été raciste. J'ai Non, des mais les amis jeunes qui générations, sont là. est-ce qu'elles connaissent pas la de chocolat? Oui, oui, c'est juste. C'est pour ça que C'est j'ai juste. précisé que Oui, c'est juste. c'était bien une confiserie. C'était absolument une confiserie au chocolat. J'avais des amis qui étaient de couleur. Je m'amusais avec eux, il n'y avait pas de problème. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'on veut nous imposer. Alors, si on nous impose des étrangers, on nous impose le regroupement familial, moi, je suis plus d'accord. À un moment donné, il faut savoir si on a besoin de ces gens ou si on n'en a pas besoin. Il y a des gens très bien, je le répète, il y a des gens de couleur qui sont très bien. Aujourd'hui, il n'y a plus un Suisse qui veut nettoyer les toilettes. On trouvera des exceptions. Vous n'avez plus un Suisse qui tient, enfin, j'exagère toujours, c'est vrai. Mais vous regardez les restaurants, qui tient les restaurants? S'il n'y avait plus de Portugais, je vous assure, on peut fermer la Suisse. C'est fini. La Suisse est terminée. Et il y a des Kosovars qui tiennent des restaurants. Si on renvoie les Kosovars chez eux, ça ne marche plus. La boutique ne marche plus. Voilà. Donc, qu'on vienne pas me dire que je suis raciste, je sais qu'on a besoin de ces étrangers. Mais il faut que l'on puisse juguler ceci en fonction des besoins, en fonction de... Moi, j'ai mon beau-fils, il est marocain. Il a dit, je ne veux pas me marier avec votre fille avant que j'aie fait, moi, mon parcours du combattant pour avoir mon passeport suisse. Parce que je ne suis pas un parasite, je ne veux pas être vu comme un parasite. Eh bien, il a fait le parcours du combattant, il est devenu suisse, il a les 2 passeports, marocain de naissance, et puis pour avoir fait le cours de combat rapproché, comme je dis, pour reprendre un terme militaire, il est suisse aujourd'hui. Eh bien, il y a des tas de gens, il n'y a pas que mon beau-fils qui a un petit bien, il y a des tas de gens qui sont bons. Mais il faut qu'ils aient une envie, tout d'abord, de s'intégrer. Heureusement qu'il y en a, mais il faut faire cet effort. Et puis de notre côté, on doit regarder, est-ce qu'on a besoin, et puis les criminels, il faut avoir le courage de les renvoyer. Voilà, ça c'est tout le problème. Tandis que si on est aux ordres de l'Union européenne, on devra prendre tous ceux que l'Union européenne ne veut plus, ou veut que l'on prenne parce qu'ils en ont trop chez eux. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Madame Caillé, l'accord institutionnel prévoit principalement 2 thèmes qui sont crispatoires, on peut le dire. C'est la clause de sauvegarde et puis le travailleur détaché. On reçoit en Suisse chaque année 140 000 étrangers. L'accord institutionnel, si pour une raison quelconque, à un moment donné, on ne pourrait pas recevoir ces 140 000 étrangers annuels, on voudrait réduire, on pourrait activer la clause de sauvegarde. Mais à ce moment-là, elle serait inspectée par Bruxelles, si c'était légitime, si c'était justifié ou pas. Et si c'est pas le cas pour eux, ils pourraient convoquer la Suisse devant un tribunal constitutionnel européen face auquel il y a de fortes chances qu'on perde. Et le travailleur détaché, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ce problème de la clause de sauvegarde? Bon, alors, effectivement, cette histoire de clause de sauvegarde, vous avez très justement relevé que pour l'activer, il faudrait la condition, mais c'est une condition qui est très floue finalement, il faut qu'il y ait des événements graves économiquement et des troubles sociaux. Et bien sûr, comme vous avez dit très justement, ce serait l'Union européenne qui évaluerait ces critères. Donc, bon, on voit très bien que pour eux, c'est pas utile. Et puis, en plus, il faut comprendre aussi que la Cour de justice européenne, quand elle fait un procès, c'est un procès politique. C'est pas un arbitrage, c'est un procès politique. Et là, c'est l'utilité qui va prévaloir. Donc, bien évidemment qu'on ne peut pas faire valoir, cette clause ne sert à rien puisqu'on ne pourra jamais la faire valoir. On sera toujours perdant, la Suisse sera toujours perdante. Donc, bien sûr, on peut se trouver tout d'un coup avec un raz-de-marée d'immigration massive. Je tiens à ce sujet à dire qu'en 2014, il y a une initiative pour limiter l'immigration en Suisse qui a été votée, qui a été votée par le peuple et les cantons, et qu'elle n'a jamais pu être mise en œuvre. Jamais. Parce que justement, on a ce problème d'avoir adhéré au bilatéral 1 et 2, et ça nous empêche d'activer cet article constitutionnel. Donc en fait, il n'a jamais été mis en œuvre, et pourtant ça a été voté par le peuple. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que la souveraineté du peuple elle est déjà bafouée, on le voit là, on en a un exemple absolument patent.
Donc, il ne fait pas de doute que cette clause de sauvegarde est absolument inapplicable. Et si on est dans un pays souverain, c'est à nous de réguler l'immigration, on est d'accord, d'accepter chez nous. Alors, on pourrait même transposer ça aux frontaliers, parce qu'on va avoir aussi cette problématique avec les frontaliers. Il faut savoir que les frontaliers, il y a 400 000 frontaliers qui font les allers-retours tous les jours. Hein. C'est énorme, quand même, 400 000, pratiquement un demi-million entre Genève, Vaud, Bâle et Tessin. Voilà. Et c'est surtout des Français, hein, donc, une majorité de Français. On a besoin de ces Français en Suisse. Il faut l'accepter. Moi, je vois par exemple à Genève, vous avez, alors c'est peut-être là on peut se poser la question, c'est que vous avez des postes dans l'administration genevoise, même à des niveaux assez élevés, qui sont tenus par des Français. Donc, est-ce que c'est normal? Ça, on peut commencer à se poser la question, effectivement. Mais par exemple, dans le domaine médical, eh bien, heureusement que nous avons les frontaliers, parce que sinon, je ne sais pas qui serait soigné dans les hôpitaux. Ça serait compliqué. Donc, nous avons besoin de ces frontaliers. Donc, mais c'est à la Suisse de savoir, comme disait le colonel Cholet, de réguler par des quotas. Or, une fois si on continue dans cette lancée, on ne pourra plus rien réguler. On sera obligé d'accepter. Après, avec le regroupement familial, le regroupement familial signifie que vous avez peut-être des gens qui vont arriver en Suisse, mais qui vont pas travailler, qui vont être à l'aide sociale. Donc, qui va payer l'aide sociale? C'est le contribuable suisse qui va payer, ses impôts vont certainement augmenter. Donc, on voit que tout ça, c'est une mécanique qui se met en place et qui, à terme, va créer une paupérisation de la population. Donc, l'Union européenne a prévu, en fait, est-ce qu'elle a prévu de nous laisser cette souveraineté via la clause de sauvegarde, mais exceptionnellement, c'est une souveraineté qu'on devrait après aller défendre devant les instances de l'Union européenne. Pourquoi on a osé ou pourquoi on s'est permis d'activer la clause de sauvegarde? En fait, si vous voulez bien sur le papier, ce qui nous laisse cette souveraineté un peu aléatoire, mais si on ose l'activer, après on devra aller s'expliquer. Et en allant s'expliquer, on risque d'être puni. Oui, il y aura des mesures de rétorsion. Hein. Donc, en fait… Si vous me permettez, j'aimerais vous citer un passage d'un article du temps du 26 juin 2025. C'est Madame Micheline Calmiret qui s'exprime. Elle n'est pas contre l'Union européenne, bien au contraire, comme on dit dans le canton de Vaud. On dit la saisie du comité mixte est déjà possible. Reste que si ce dernier n'arrive pas à s'entendre, en clair, si l'Union refuse, donc la Cour de justice de l'Union européenne, clair, la Suisse pourrait théoriquement quand même mettre en œuvre les mesures envisagées, mais l'Union pourrait prendre des mesures compensatoires. Alors, soyons clairs, parce que là, c'est une dame qui est politique, donc les mesures compensatoires, ce sont des sanctions. L'Union européenne pourra prendre des sanctions contre la Suisse. Soyons clairs, appelons un chat un chat. Des sanctions financières. Je ne sais pas lesquelles, mais attendons-nous à des sanctions sévères. Donc, on peut dire que c'est des mesures de rétorsion. Mais en premier, oui, des mesures de rétorsion. Alors, en premier, bien sûr, des mesures monétaires, parce que l'Union européenne n'a que des dettes. Regardez Friedrich Merz en Allemagne, qui a déjà annoncé que c'est le quoi qu'il en coûte pour le réarmement de l'Allemagne. Ils vont couper, ils vont tailler dans les allocations sociales. Enfin bref, on va vers des dettes terribles en Allemagne. Je vous parle même pas de 3 milliards 350 000, voire au-delà de la France. Donc, l'Union européenne a besoin d'argent. Voilà. Alors, puisqu'on en est là, je vais peut-être faire un lien avec la sécurité. Cet argent, nous versons déjà quelques 130 millions. Là, quand je dis nous, la Suisse verse quelques 130 millions de francs chaque année au fonds de compensation. Le fonds de compensation, c'est le fonds pour les petits États, ceux qui n'arrivent pas à payer le fonds de cohésion. Pardon. Fonds de cohésion. Fonds de cohésion. Excusez-moi, erreur de ma part. Et on les verse de manière volontaire. Et on les verse de manière volontaire. Millions. Bien sûr. Mais si on signe ces accords, nous ne verserons plus 130 millions. De 2030 à 2036, nous verserons 350 millions. Donc, la première chose qui intéresse, c'est l'argent. Mais attention,
Qu'est-ce que c'est ce fonds de cohésion? Le fonds de cohésion, lorsque Ursula von der Leyen a parlé de réarmement, elle faisait allusion au projet SAFE, Security Action for Europe. Eh bien, il faut réarmer. Donc, elle a promis 500 milliards. 500 milliards qu'elle n'a pas. Il y a des dettes dans cette Union européenne. Par contre, elle a dit qu'elle utiliserait d'abord, en premier lieu, elle utiliserait les 150 milliards du fonds de cohésion. Donc, le fonds de cohésion n'ira pas aux États dans le besoin, elle ira au réarmement de l'Europe. C'est fantastique. Alors, pour le fonds de cohésion, je me suis permis de regarder ce matin qui faisait partie du fonds de cohésion. En fait, il y a donc l'Union européenne, ça c'est 26 membres, hein, si je ne me trompe pas, et il y a 15 bénéficiaires du fonds de cohésion. Vous avez les pays baltes, vous avez la Pologne, vous avez la Hongrie, vous avez la Croatie, entre autres, donc il y a 15 pays. Et très étonnamment, il y a l'Espagne qui continue avec un statut spécial à bénéficier du fonds de cohésion. C'est-à-dire que l'Espagne, après maintenant plus de 30 ans de son adhésion à l'Union européenne, continue encore à recevoir des fonds de ce fameux fonds de cohésion. Le fonds de cohésion, l'Union européenne rétorque qu'on pourra décider ou co-décider à quel projet vont être attribués notre participation, va être attribuée notre participation financière. Vous en pensez quoi, Mme Caillé? Non, mais c'est un mensonge, hein, c'est tout. C'est absolument pas nous qui décidons. Hein. On ne décide rien du tout. C'est l'Union européenne qui dit on va le mettre là, puis c'est tout. Ce qui est complètement antidémocratique, je suis en train de vous dire que c'est de l'argent des Suisses. Hein. Oui, bien sûr. On parle de 150 millions, 130 millions, je ne sais plus, là, depuis 2020. En fait, c'est un droit d'accès à l'Union européenne. Faut le prendre comme ça. C'est ni plus ni moins. C'est pour accéder au marché européen. Mais pourquoi faire? Un ticket d'entrée. Exactement. C'est exactement ça. Et puis bon, en fait, c'est comme quand vous payez votre, et encore c'est pire, parce que quand vous allez jouer au golf toutes les années, vous payez une cotisation, c'est un peu la même chose, hein. Si ce n'est qu'au golf, vous avez le droit de jouer sur le green, là, vous n'avez même pas le droit de jouer. Parce que dans l'argumentaire du Conseil fédéral en fait, l'argumentaire de la chancellerie plutôt, excusez-moi, qui accompagne justement l'accord institutionnel, ils disent oui, mais alors c'est clair, on va passer des 140 millions à 350, mais par contre, la Suisse pourra co-décider, co-discuter des projets au sein de l'Union européenne auxquels attribuer cet argent. Donc c'est faux. Bah, totalement. C'est totalement faux. Les promesses s'engagent que ceux qui les croient. Hein. D'accord. Donc on va là, donc on a parlé tout à l'heure de la question épineuse des étrangers, puisqu'on en parle dans toute l'Europe aujourd'hui, on en parle un peu partout. Alors vous avez entendu sans doute le discours de M. Trump aux Nations Unies, donc il en a beaucoup parlé de la question des étrangers. On a encore un cas spécifique, c'est le cas du travailleur détaché. On a un délai d'annonce qui serait réduit en cas d'entrée en force de l'accord institutionnel, qui serait réduit, sauf erreur, de 12 à 8 jours. Et il y a aussi une spécificité avec la clause du travailleur détaché, c'est que donc l'entreprise qui détache le travailleur, par exemple une entreprise polonaise qui détache durant 2 semaines des travailleurs polonais ici en Suisse, pourrait appliquer comme défraiement la réglementation nationale, en sachant qu'en Pologne, par exemple, il n'y en a pas. Par contre, en Suisse, on sait, je ne veux pas me tromper, mais on sait qu'un travailleur détaché, par exemple un travailleur de Genève qui part 1 semaine faire des travaux sur le Tessin, il reçoit une indemnité journalière, sauf erreur, de 150 francs, qui doit comprendre le logement et les repas. Et justement, l'autre point, c'est le délai d'annonce. Avec un délai d'annonce qui est réduit de 12 à 8 jours, ça ne laisserait pas suffisamment de temps aux autorités cantonales, par exemple en Suisse, de prévoir les inspections nécessaires pour ces travailleurs détachés. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Caillé? Est-ce que c'est du dumping? Est-ce que c'est une préparation de l'Union européenne à faire du dumping contre l'Europe, alors contre la Suisse, qui a des restrictions sociales, qui a plutôt un standard social, on se rend compte, hein, qui a un standard social plus élevé que celui qui est appliqué dans l'Union européenne. Mais de toute façon, je crois qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'Union européenne ne veut pas faire un partenariat avec la Suisse, il veut intégrer la Suisse à l'Union européenne et que la Suisse ça va devenir folklorique. Ce sera la Suisse, on parlera de la Suisse en disant, bah, vous savez, vous avez le chocolat et les vaches. Voilà, c'est ce qui va rester de la Suisse. Si on prend si on va dans ce sens de l'Union européenne. Donc, ni plus ni moins, je crois qu'on faut juste parler d'intégration, c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que ça. On veut intégrer la Suisse à l'Union européenne. Point final.
Et mon colonel, là, maintenant qu'on profite de ça, je vous remercie, Mme Caillé, on va profiter pour faire le joint avec la sécurité, avec la politique de sécurité nationale. Est-ce que l'adhésion déguisée ou pas déguisée à l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas un pas obligé ou intermédiaire pour une intégration totale à l'OTAN? Alors, lorsque M. Trump a dit qu'il ne fallait plus trop, ou a laissé comprendre qu'il ne fallait plus trop compter sur l'OTAN, on a vu un changement de vision de la Suisse. On a vu M. Pfister dire que maintenant il fallait absolument se diriger vers l'Union européenne. Alors, il y a une vision en Suisse qui m'effraie à ce sujet, c'est que nous avons une vision épicière. Parce que je veux pas, ou apothicaire. Je veux pas insulter les pharmaciens, on en a besoin, je veux pas insulter les épiciers, on en a besoin, surtout que eux, contrairement à la Migros et la Coop, qui sont encore ouverts à 10 heures du soir. Mais on a cette vision, on veut acheter de l'armement. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais tout à coup, il y a du matériel qui est à vendre, alors il faut qu'on s'y mette. Alors, M. Pfister a peur de ne pas pouvoir avoir ce matériel, alors il nous a déjà annoncé qu'il allait signer un partenariat de sécurité européen, comme ça, parce que si on est dedans, on pourra avoir à temps l'armement qu'il nous faut. Moi, je ne sais pas. D'abord, c'est tout en faveur de l'OTAN. Maintenant, c'est non. Attention, on ne peut plus compter sur l'OTAN. C'est tout pour l'Union européenne. Et moi, je vais vous lire une chose qui est importante. À mon sens, c'est un ancien député français, c'est Pierre Lelouch, qui nous dit que dans l'immédiat, on s'attache d'abord à reconstruire un véritable outil de défense nationale dimensionné à la nouvelle donne militaire en Europe, sans attendre d'hypothétiques décisions européennes, ni espérer voir surgir des programmes communs d'armement inexistants aujourd'hui ou qui, lorsqu'ils existent, projets de défense antiaérienne commune pilotés par l'Allemagne, se font sans nous. Ce qui a d'ailleurs amené Emmanuel Macron à signaler son souhait à terme de peut-être le rejoindre. Donc, vous voyez, on doit d'abord repenser cette défense suisse avant de dire on doit aller vers l'OTAN, on doit aller vers l'Union européenne. Il y a des anciens députés, mais on ne lit pas. Nos conseillers fédéraux ne lisent plus rien. Vous imaginez ces accords bilatéraux, ces quatre paquets, alors 4, oui, ça me ferait bien dire, mais c'est 2000 pages. Vous croyez sincèrement que les conseillers fédéraux ont lu les 2000 pages? Et qui plus est, en anglais, non, ils ont donné la mission de traduire. Mais, s'il vous plaît, ils s'entourent que de gens qui vont le conseiller, de courtisans, qui vont leur dire oui ou non. Et puis, ils partent dans la direction que les courtisans ou les courtisans les envoient. Il faut lire, il faut qu'ils s'entourent non plus de courtisans, mais de gens qui leur ouvrent les yeux, ces conseillers fédéraux. Voilà. Madame Caillé, est-ce que vous craignez que justement l'accord institutionnel nous oblige, en termes de politique de sécurité, en termes de politique de neutralité, à être alignés par rapport à ce que déciderait la Commission européenne? On pense par exemple à ce qui s'est passé avec l'Ukraine. J'allais vous dire, c'est déjà le cas, en fait, c'est déjà aligné. Parce que bon, en principe, la Suisse est neutre et je pense qu'on pourrait parler très rapidement de l'initiative. On va en parler, d'accord. La Suisse, en principe, est neutre et puis on voit très bien ce qui s'est passé avec l'Ukraine. La Suisse a repris, bon, il y a eu un petit temps d'hésitation, mais très court. Et ensuite, la Suisse a repris le paquet de sanctions qu'avait pris l'Union européenne. Donc, bien sûr, et dans l'intention de l'Union européenne voudrait avoir de la puissance. Bon, ce qu'elle n'a pas, on le voit très bien, mais elle voudrait avoir de la puissance. Donc, en fait, elle veut imposer sa vision des choses et elle veut l'imposer également à la Suisse. Donc, la Suisse, de fait, n'est plus neutre puisqu'elle reprend elle fait exactement ce que l'Union européenne fait. On a vu ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. La Suisse a fait pareil. Et pour tout le reste, c'est le chemin qu'on prend parce qu'on a un gouvernement qui est, je me permets de le dire, inconsistant,
qui est pas capable de prendre des décisions par rapport à son pays, à l'histoire de son pays aussi, parce que il y a un contexte historique qu'il faut avoir en tête. Ça me paraît important. Et j'ai l'impression que là, on est devant un gouvernement démissionnaire. Alors, sont-ils corrompus? Sont-ils sous influence? J'en sais rien. Mais en tout cas, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, puisque vous nous invitez, donc on va sur le tapis joint dans le domaine de la neutralité, qui est un domaine propre à la Suisse et puis aussi cher à la Suisse. Donc la neutralité, donc la Suisse est neutre aujourd'hui. La neutralité est inscrite dans la Constitution. Vous, si vous me corrigez mon collègue si je me trompe, Madame Caillé, bien sûr, depuis 1848. Elle a été décidée par les puissances en Europe qui ont gagné contre Napoléon Bonaparte, si je me trompe pas. C'était lors du Congrès de Vienne. Et elle a été confirmée par la suite lors du sommet de Paris. Cette neutralité qui est inscrite dans notre Constitution et qui fait partie du marbre de la Constitution, on ne devrait pas la toucher. Elle est accompagnée comme une ordonnance d'application qui n'est pas formatée, qui n'est pas normée, qui n'est pas écrite, qu'on appelle la politique de neutralité. Cette politique de neutralité, c'est une marge de manœuvre que les autorités se réservent, où à un moment donné, on peut, dans cette neutralité, on peut partir un peu plus à droite, un peu plus à gauche. En fait, on a une liberté de manœuvre. Suite à ce qui s'est passé avec l'Ukraine, où sans réfléchir, on a pris directement le parti de l'un des protagonistes, ou plutôt de l'un des antagonistes, une initiative est née en Suisse, une initiative populaire, pour formater dans la Constitution elle-même cette liberté de manœuvre, en fait, pour parler aussi de politique de neutralité et pas seulement de neutralité. Vous en pensez comment, colonel? La neutralité, le grand problème de notre neutralité, c'est que, je veux pas dire chaque conseiller fédéral, mais certains conseillers fédéraux, voire les conseillers nationaux, ont chacun leur définition de la neutralité. Alors, on a entendu parler de la neutralité différentielle. On a entendu parler de la neutralité active avec Madame Calmière, si la mémoire est bonne. On a eu on a encore eu, je crois, 3 autres définitions de la neutralité. Chacun a sa petite définition de la neutralité. Je me permets juste, mon colonel, oui, parce que ça m'avait marqué. En 2023, les dernières élections fédérales, le parti politique, pour ne pas le nommer, les Verts libéraux, avait une conception de la neutralité, avait une définition. C'était une neutralité dynamique ou active dans le concert de l'OTAN et de l'Union européenne. C'était leur notion de la neutralité. Donc, on devait faire partie de l'Union européenne et de l'OTAN et exercer notre neutralité de manière dynamique. Oui, c'est que des gens qui ont pendant des années lutté pour le pacifisme, maintenant ils luttent pour la guerre, c'est extraordinaire. Voilà. Non, mais chacun a sa petite définition, comprenez? Il faut déjà qu'on s'entende sur la définition de la neutralité aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous regardez ceux qui ont signé l'initiative Neutralité 21, alors qui a signé Neutralité 21, notamment Filiguère, ce conseiller fédéral Filiguère. Je vous laisse renvoyer aux différentes réformes de notre armée. M. Filiguère est restera quand même dans l'histoire celui qui a donné le premier coup de pioche à notre armée. Alors, si vous regardez ça avec un œil économiste ou financier, vous dites, grand succès. C'est vrai, on a gagné 400 000 hommes, on les a remis dans l'économie. Mais si vous regardez ça avec un esprit sécuritaire, c'est un fiasco. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il manque, regardez la guerre en Ukraine et en Russie, ce qui manque sont les Indiens, c'est-à-dire les soldats. Voilà, et on nous dit que dans moins de 5 ans, on va avoir la guerre. On n'a pas les hommes qu'il nous faut. Alors, mais Madame Caillé, je m'excuse, Madame Caillé, est-ce qu'il y a dans un monde mondialisé comme aujourd'hui, donc un monde interconnecté, mondialisé, on peut pas dire que les problèmes du voisin ne sont pas nos problèmes. Est-ce qu'il y a encore une place pour la neutralité? Alors, je pense qu'on a dit tout à l'heure que ça fait partie de l'ADN de la Suisse. Oui, et c'est ça qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. C'est un des piliers de la Suisse. On est en train de scier, mais alors grandement. Et ce qui gêne beaucoup le Conseil fédéral, c'est que le mot neutralité, il est 2 fois dans la Constitution, c'est tout. Il n'y a rien de plus.
c'est un concept qui est en fait très vague. Et ce qui dérange beaucoup le Conseil fédéral avec cette initiative, c'est que là, enfin, on pose des conditions à cette neutralité. Mais je pense que c'est absolument indispensable de poser ces conditions pour que la Suisse puisse retrouver sa place sur la scène internationale pour offrir un lieu où il peut exercer ses bons offices. On est des médiateurs, c'est ça, c'est dans notre ADN. On perd toute personnalité, j'ai envie de dire. Vous avez l'impression qu'on a perdu cette neutralité? À l'heure actuelle, oui. Oui, si vous parlez un petit peu, vous allez un petit peu à l'étranger, puis vous parlez de la Suisse, ça fait rire tout le monde, la Suisse neutre. Hein. Tout le monde rigole. Hein. Ah oui, oui, bah, vachement neutre. Hein. Et pourtant, mon colonel, l'année dernière, si je me souviens bien, le 17 juin, dans les Alpes bernoises, on a organisé, on a monté un grand sommet pour la paix en Ukraine. C'était, je ne me rappelle plus la localité, c'est Birkenstock. C'est Birkenstock, ouais. Est-ce que ça signifie pas que la Suisse est toujours neutre? Ouais, mais si on veut organiser un sommet sur la paix, alors bien entendu, après on a dit non, mais c'était pour préparer la future conférence sur la paix. C'est ce qu'on appelait de mon temps, créer les conditions favorables. Alors, quand vous organisez ça, mais sans le principal concerné, celui qui a mené l'attaque, même si elle est, comme le dit Pierre Lelouch, à son livre Engrenage, elle est condamnable, elle est illicite, on aurait dû aussi les inviter. Donc, vous parlez de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie. Alors, on a pris position. Alors, nous, on est contents parce qu'on a pris position en faveur de l'Union européenne, on a pris position en faveur de l'Ukraine. C'est certainement une bonne chose, mais on s'est coupé du reste du monde. Le reste du monde, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les BRICS. Les BRICS, ils prennent de plus en plus position en faveur de la Fédération de Russie, et on veut se couper. Et puis, on continue à croire qu'on va organiser des sommets pour la paix à Genève. Aujourd'hui, c'est Istanbul, c'est Doha. Voilà où se prépare la paix. Madame Caillé, vous avez parlé justement de cette politique de neutralité dans le but justement de l'initiative sur laquelle on va à un moment donné se prononcer. C'était justement de l'inclure dans le marbre de la Constitution, c'est-à-dire de dire il n'y a pas que la neutralité, mais il y a aussi comment est-ce qu'on l'applique, donc cette politique de neutralité. Est-ce que la non-reconnaissance de la part de nos autorités de l'État de Palestine, qui était d'ailleurs normé lors de la résolution 181 ou 181, excusez-moi, de l'ONU, le protocole 2 en 47, et en 2025, cet État n'a toujours pas vu le jour. Est-ce que la non-reconnaissance, alors que dans la même semaine, on a Monaco, on a la France, la Belgique, le Canada, l'Australie, l'Angleterre, Saint-Marin, Andorre et je crois alors le Luxembourg aussi, cette non-reconnaissance de cet État de Palestine, excusez-moi, est-ce que ça rentre dans l'esprit de cette politique de neutralité? Ou mon colonel, si vous voulez. Je pense que c'est plutôt le colonel qui pourra répondre à cette question. C'est éminemment politique. Hein. Donc, vous êtes courageux de répondre à ça parce que c'est une thématique qui est très, très orageuse. Nous sommes Suisses, nous sommes des attentistes, hein, par définition. On a besoin de temps, il faut réfléchir. Bon, maintenant, je dois dire, il y a une chose qui me choque, même si ma position n'est pas celle de M. Ignacio Cassis. Enfin, je trouve honteux qu'on s'attaque à des conseillers fédéraux. On peut les critiquer, on peut ouvrir un débat. Pour moi, je vois pas de problème, mais de là à s'attaquer physiquement à un conseiller fédéral, non, moi, je suis un militaire, hein, de formation, donc je suis un type loyal par définition. Mais je trouve ça inadmissible. Vous voulez revenir, je m'excuse, c'est juste, ça se pour expliquer le contexte, c'est sur les événements de Bellinzone. De Bellinzone, exactement. Oui, dimanche. Oui. Où là, il était pris à partie. Donc, voilà. le Conseil fédéral, donc le ministre des Affaires étrangères, donc le ministre Gassis, suite à une conférence, il me semble, il était pris à partie. Tout à fait. Et ils ont dû l'exfiltrer. Oui. Voilà. Okay. Alors, mais pour le reste, je pense qu'on n'avait rien à perdre à reconnaître un État.
nous, on n'a jamais reconnu des gouvernements en Suisse. Jamais on n'a reconnu un gouvernement. Donc, on ne reconnaît pas le Hamas, si vous pensez, ou bien l'autorité palestinienne, si vous préférez. Mais on a toujours reconnu des États. Et si vous êtes pour 2 États, vous devez reconnaître l'État de Palestine. Voilà. Après, le gouvernement, c'est une autre chose. Enfin, il faut quand même pas oublier ce qu'a dit monsieur Netanyahou. Dans une conférence publique, il a dit « We will change the Middle East. We will change the world. We will change history. » Les objectifs sont clairs, ce sont les 3. Changer la face du Moyen-Orient, changer la face du monde et changer l'histoire. Alors, c'est grand comme ambition. Et vous voyez que son objectif, c'est à moyen ou à long terme, c'est de faire disparaître le territoire palestinien. Donc, vous pouvez reconnaître qui vous voulez. Le jour où il n'y aura plus de territoire palestinien, à quoi aura servi la reconnaissance de la Palestine? Donc, vous voyez que c'est une question philosophique, quoi, qui peut pas être tranchée comme ça. Alors, dans ce cas-là, comment expliquer récemment en fait le refus de la minute de silence au Champ fédéral à l'égard des victimes de Gaza, et puis le refus justement, je crois que c'était du Conseil des États, le refus de cette motion pour condamner justement ce qui se passe à Gaza. Donc récemment, au niveau de nos champs fédérales, le Conseil des États a refusé une motion qui a été déposée pour qu'il y ait une condamnation claire et ferme de la part de nos autorités, en fait de la part de nos gouvernements, du Conseil fédéral. Et en entrant en matière des discussions, il y a le Parti socialiste, sauf erreur, qui a proposé une minute de silence en fait à l'égard des victimes qui sont maintenant trop nombreuses à Gaza, et c'était refusé, c'était balayé. Est-ce que c'est un manque de conviction, c'est un manque de courage, ou c'est le fruit de nos lobbyistes, ou... Je ne veux pas tout accaparer la parole. Oui, je me suis... Mais moi, je vais répondre à cette question. Oui. Je ne sais pas si... En fait, c'est très choquant quelque part, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça coûte de faire une minute de silence pour des gens des innocents, pour la plupart, des enfants, des femmes qui sont des victimes. Je pense que notre Parlement, il a perdu la tête, vraiment. Est-ce que notre Parlement ne considérerait pas les victimes de la même manière selon la couleur de peau? C'est possible. Est-ce qu'il y aurait un relent d'islamophobie aujourd'hui dans nos instances? Je pense que c'est une chose à envisager, tout à fait. Donc je dis bien, donc islamophobie. Alors, moi, il y a une chose qui me semble importante, et on sous-estime ceci en Suisse, parce qu'on est un petit peu à l'écart des choses, mais c'est l'importance de l'AIPAC, l'importance de ce lobby pro-israélien. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est l'AIPAC? C'est l'association, je n'ai plus le terme, la définition exacte de l'AIPAC, mais c'est un lobby juif. Définir ce que c'est l'AIPAC, puisqu'on a beaucoup parlé de la souveraineté et de la neutralité, mais notamment de la souveraineté face versus cet accord institutionnel que les médias nomment les bilatérales 3. Alors, c'est pas des bilatérales 3. Vous l'avez d'ailleurs précisé très très justement que c'était pas une continuité, c'était quelque chose, c'était un pas supplémentaire décisif vers la perte de souveraineté. Est-ce qu'on peut dire que notre souveraineté est prise en otage par les lobbyistes au champ fédéral? Parfaitement. Alors, différents types de lobbyistes, bien sûr, il y a la pharma, il y a les banques, il y a les assurances, mais finalement, ces gens qui sont au Parlement, qui sont censés représenter le peuple, ne représentent pas le peuple, ils représentent leur lobby. Donc, j'ai envie de vous dire, ils font des lois pour eux, pour leur lobby, à l'avantage de leur lobby, pas pour la population. Donc, oui, évidemment que la souveraineté, elle est prise en otage par ces gens-là. En évaluant qu'il y a nous avons 246 parlementaires, puisqu'on a 200 conseils nationaux, et puis 46 conseils aux États. Chacun des parlementaires a le droit d'accréditer, vous connaissez le principe de l'accréditation, a le droit d'accréditer 2 personnes. Donc, c'est-à-dire que
dans les pas perdus du Parlement, on a plus de lobbyistes, entre guillemets, que d'élus. Maintenant qu'on parle avec certains de... Alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est que du côté des partis de gauche, on va trouver plus des ONG, on va trouver dans le cas, moi je connais très très bien puisque je suis un ancien du PVC, qui s'appelle le Centre aujourd'hui. Par exemple, un monsieur Mérin, lui, alors il nous a quitté il y a pas longtemps, il avait accrédité son fils, Julien. Alors il y a des spécificités familiales, mais sinon, on va trouver plus à gauche, on va trouver plutôt des ONG, ou des organisations de défense du consommateur. Et puis, à droite, on va trouver plutôt la pharma, les banques, et puis sinon, les bureaux conseils. Alors, les bureaux conseils, c'est pour cacher les intérêts de l'armement et du tabac. Parce qu'aucun conseil national, aucun conseil d'État va s'afficher avec un lobbyiste qui représente directement l'armement. Donc, en général, ça passe par des bureaux conseils ou des bureaux de consultants. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quand on parle avec ces gens-là, est-ce qu'ils diront, mais face à l'ampleur de la tâche et aux milliers d'objets sur lesquels on doit se déterminer au cours de 4 sessions parlementaires, heureusement qu'on a les lobbyistes qui nous préparent les dossiers et qui nous orientent, parce qu'on n'aurait pas le temps nous-mêmes d'étudier tous ces thèmes, tous ces dossiers. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait presque dire que notre système politique fédéraliste aujourd'hui, ou plutôt le système des appareils de parti, a atteint ses limites? Oui, vous le voyez parfaitement, puisqu'en fait, les parlementaires ne représentent plus les citoyens. Donc oui, le système arrive au bout. Surtout qu'avec tous ces repas et tous ces moments passés avec ces lobbyistes, il ne faut pas oublier non plus que dans ces appareils de parti, il y a un temps, une énergie folle, fou, qui sont consacrés à la politique politicienne. Donc, ça veut dire à se faire la courte échelle parmi. En fait, c'est une temps qui n'est pas au profit du citoyen. Est-ce qu'on oserait la discrétion de la Grèce antique, non plutôt de l'antenne, non, alors je m'excuse, plutôt de l'Athènes antique, donc Athènes, qui avait la moitié de son parlement par tirage au sort. Et ça fonctionnait très bien. Est-ce qu'on pourrait il y a quelques années, je vous aurais répondu non. Mais de plus en plus, je vais vous répondre oui. Je pense qu'effectivement, il faudrait changer alors, pas le système politique tel qu'il est en Suisse, je trouve que c'est un très bon système, mais il faudrait changer les conditions d'admission des gens à se présenter à l'élection. Donc, le tirage au sort, pourquoi pas, et puis, ou bien alors que les conseillers, que les parlementaires soient absolument sans aucun conflit d'intérêt. Sans aucun conflit d'intérêt, qui soit là élu pour 4 ans, mais pas plus que 4 ans, pour éviter justement qu'ensuite il y ait des collaborations qui se fassent et éventuellement de la corruption. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faudrait changer notre loi politique et qu'il y ait d'autres conditions d'accession au titre de parlementaire. Et moi, ce que je trouve qu'il faudrait en première priorité faire, je le répète, c'est enlever les courtisans. Ce sont des gens qui sont là pour faire plaisir dans l'administration, faire plaisir aux conseillers fédéraux, mais qui ne lisent rien, qui ne savent rien. Je vais prendre un exemple. J'avais pris dans le blic.ch du 22 septembre 2025. Face au retard de livraison des systèmes patriotes, Berne perd patience. La Confédération a pour le moment suspendu les paiements anticipés. Ils sont tout à coup, ils sont surpris de ces retards. Mais si quelqu'un avait lu autre chose, le 19 septembre 2025, il y a un article de The Atlantic. The US is quietly posing some arms sales to Europe. Quand on lit cet article, on s'aperçoit que les Américains, ça fait depuis un bon bout de temps qu'ils ont dit on arrête de fournir l'armement, on n'en a plus. Donc l'armement, il va aller d'abord, en première priorité, il va aller aux Américains, alors qu'on ne soit pas surpris qu'on ne reçoive toujours pas les patriotes. Ils ont tellement fourni à Israël qu'ils sont au bout du rouleau. Il faut lire cet article, c'est extrêmement important. Mais parmi ces courtisans qui sont autour de nos conseillers fédéraux, il n'y en a pas un qui attire l'attention du Conseil fédéral. Ils sont tout à coup surpris, alors ils doivent suspendre. C'est pas possible, c'est pas possible.
Mon colonel, quand vous parlez des courtisans, est-ce que vous parlez aussi des chefs de service au sein de l'administration fédérale et est-ce que vous parlez par ricochet d'un État profond? Est-ce qu'il y aurait en Suisse un État profond? Pour moi, il y a un État profond, oui, il y a un État profond. Bon, je ne vais pas dire le déterminer comme l'a fait Pierre-Alain Fridet qui dit clairement que c'est arma suisse. Ça peut l'être, moi je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de définition de l'État profond, mais je sais qu'il y a des gens qui sont dangereux parce qu'ils veulent juste plaire à leurs conseillers fédéraux. Ils veulent juste plaire aux chefs des différents services. C'est pas possible. Il faut arrêter cette histoire. Et toujours sur cette même thématique, vous avez une très très grande expérience, Madame Caillé, c'est par rapport à Swissmedic et puis par rapport à l'OFS. L'OFS, donc c'est l'organisation. L'OMS. Non, l'OFSP. Ah, voilà, excusez-moi, l'OFSP, voilà, tout à fait. Donc l'Office fédéral de la santé publique et Swissmedic, vous avez été confronté, vous. Alors, est-ce qu'on peut appeler un état profond aussi, mais vous avez été confronté à certaines hérésies, on pourrait dire, ou à certaines incohérences. Donc, lors de la crise Covid-19, est-ce que vous avez conclu de cet épisode, qui était douloureux, qu'il y avait un état profond dans notre pays? Alors déjà, prenez l'OFSP, vous avez beaucoup de personnes qui sont à l'OFSP, donc qui dirigent l'OFSP, qui viennent de la pharma. Déjà là, on se dit, il y a un problème, il y a un conflit d'intérêts, c'est pas possible. Et puis, vous avez, prenez Swissmedic, Swissmedic, il accrédite les médicaments, mais il reçoit aussi les plaintes, les plaintes des effets, sur les effets secondaires. Alors, il y a un problème, vous pouvez pas accréditer un médicament et puis en même temps recevoir les plaintes par rapport aux effets secondaires. Donc, on voit qu'il y a énormément de conflits d'intérêts pendant cette crise sanitaire. Ça a été absolument flagrant. Et puis, on voit ensuite qu'il y a des personnes qui étaient à l'OFSP, par exemple, et qui passent, tout d'un coup, on les retrouve comme médecins cantonales. Donc, en fait, il y a tout vous avez clientélisme. Ah, totalement, mais totalement. Vous passez, alors vous arrivez d'une pharma, vous êtes à Swissmedic un petit moment, puis après, bon, Swissmedic, ça va pas très bien, on vous met à l'OFSP, et puis de l'OFSP, vous vous retrouvez médecin cantonal. Mais on a vu des choses, alors je vais pas citer de noms, mais j'ai des noms de personnes qui font du tourisme. On va appeler ça du tourisme. Donc oui, c'est problématique si vous passez du privé au public et ensuite du public au privé, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est dans les deux sens. Donc, mon colonel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont les courtisans. Ce sont ces fameux courtisans. D'accord. Sur le plan économique, donc on revient juste sur l'accord institutionnel, sur le plan économique, et puis sur le plan de l'innovation de la coopération, si on viendrait à refuser d'entrer dans cet accord institutionnel, est-ce qu'il y aurait des répercussions sur Erasmus, par exemple, alors que cet échange d'étudiants entre la Suisse et les membres de l'Union européenne et Horizon Europe, qui est un plan de recherche sur terrain, mon colonel. Est-ce qu'on risquerait de perdre ces avantages ou ces accès? On l'a déjà vu au départ. Ça a déjà été fait. Puis on est revenu en arrière parce qu'on a déjà signé les accords au niveau du Conseil fédéral. Donc ça c'est déjà vu, ça se refera. Je reprends le texte de Madame Calmiret dans le temps du jeudi 26 juin 2025. Personnellement, je pense que nous pouvons suivre la voie de l'acceptation, car les stratégies de retrait et de confrontation avec l'Union européenne ne sont pas des options raisonnables, ni politiquement, ni économiquement. Moi, j'ai une seule question, suite à ce que dit Madame Calmiret. Est-ce que l'Union européenne a menacé la Suisse en cas de non-signature, de non-acceptation de ces accords, ou est-ce que c'est simplement la Suisse qui a peur de ce qui arrivera plus tard? Ça, c'est ma grande question. Et jusqu'à présent, personne n'a été capable de répondre à cette question. Mais c'est une question centrale et fondamentale. Madame Caillé, est-ce que vous pensez qu'on joue à se faire peur? Ou plutôt à nous faire peur nous-mêmes? J'aurais tendance à répondre oui, effectivement. Mais typiquement, on parle d'Erasmus, on parle d'Horizon. Ça représente rien du tout. Hein. C'est 3% des investissements suisses. C'est strictement rien. 3%, vous dites, Horizon? Oui, mais c'est rien. C'est vraiment peanuts. Oui. Et on en a fait tout un foin de cette histoire d'Horizon. On rend des comptes, les chercheurs, il ne pourra plus y avoir d'échanges. Pendant 4 ans, on n'a pas fait partie de ce programme.
il s'est rien passé. Hein. On a toujours les deux meilleures hautes écoles de l'Europe, hein, les PFZ et les PFL. C'est toujours les deux meilleures écoles, extrêmement cotées. C'est pas pour ça qu'on a eu moins de candidatures. Il y a eu énormément de candidatures et de professeurs qui sont arrivés et de chercheurs qui sont arrivés dans une université. Donc, quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Et pour ces 3%, on en fait tout un foin. Et en fait, on fait croire qu'il faut absolument signer ces accords parce qu'il faut sauver ça va nuire à l'innovation, ça va nuire à la recherche et au développement. Mais la Suisse n'a absolument pas besoin de ça. Je rappelle, nous avons les deux meilleures écoles, hautes écoles de toute l'Europe occidentale, je veux dire, hein, toute l'Europe occidentale. Il n'y a pas de problème. Ce qui me fait doucement sourire aujourd'hui, c'est qu'à l'époque où on votait sur l'adhésion à l'espace économique européen, on nous disait la Suisse est un trop petit marché pour intéresser l'Union européenne. Alors, je dis, ouais, je le croyais à l'époque, oui, la Suisse est un trop petit. Et quand vous regardez que la firme Thales, faut regarder la firme Thales, une firme française à Zurich, et puis il n'y a pas que ça, regardez Bouygues qui est venu chez nous, le trop petit marché, il a fini par intéresser l'Union européenne. Donc, tout le reste n'est que bobard. Et puis, quand vous regardez les cuisiniers qui ont soit des étoiles Michelin, soit qui sont meilleurs ouvriers de France et qui vont à l'école hôtelière de Lausanne, qui ne s'appelle plus vraiment l'école hôtelière de Lausanne parce qu'on enseigne la gestion, eh bien, les gens vont continuer à venir ici, comme l'a dit Madame Kelly. On a une excellente formation. Même les Israéliens étaient jaloux de notre système d'apprentissage. Comment on fait d'un apprenti un ouvrier de qualité. Donc voilà. Pour le reste, pourtant, Madame Caillé, le parti politique qui prétend être le parti de l'économie en Suisse, qui est le PLR, nous prédit la catastrophe, ou nous prédit presque l'apocalypse si on rentre pas dans l'accord institutionnel. Pourquoi? Est-ce qu'ils défendent réellement l'économie du pays, ou est-ce qu'ils défendent une certaine économie, ou les intérêts de quelques... Ce sont des globalistes. Ce sont des globalistes. Ah, ce sont des globalistes. C'est tout. Ou est-ce qu'ils défendraient plutôt une certaine économie, ou une économie à court-termiste, ou l'économie de certains copains peut-être, ou... Mais tout ça est lié au globalisme, j'ai envie de vous dire. Oui, certainement, il y a une politique des petits copains, il y a une économie qui est auquel ils sont directement attachés. Ils sont aussi attachés à un certain nombre de concepts, de nouveaux concepts, l'économie durable, le climat, enfin tout ça. Tout ça fait partie de la même sphère en fait. Et l'Union européenne, on est le fer de lance de toute cette. On peut même mettre le wokisme là-dedans. Vous êtes en plein là-dedans. Donc en fait, ces gens-là adhèrent complètement à j'aurais envie de dire, à cette vision du monde. Je ne crois pas que cette vision du monde elle est bonne pour la Suisse du tout. Donc quand on regarde encore Suisse même, c'est les arts et métiers, enfin grosse partie de l'économie privée. Suisse même a une de ses filiales qui s'appelle B&T AG. Ils ont ouvert une immense fabrique en Allemagne pour pouvoir exporter de l'armement en Ukraine, dans l'ex-Allemagne de l'Est, c'est une grosse entreprise, B&T AG. Bien entendu que quand ils savent que en plus il y a les 39% de taxes douanières imposées par les États-Unis, ce serait quand même mieux de profiter des 15% de l'Union européenne. Donc voilà pourquoi ils sont pour. Mais on revient à ce que disait Henri Bantéja, qui était le secrétaire particulier, le chef d'état-major particulier de Jacques Chirac, Henri Bantéja. Eh bien, il disait les deux gros mots ou les deux grands mots de notre époque, c'est l'émotion et l'impatience. Alors, pour tout de suite réagir, on a 39%. Il faut absolument tout faire pour rentrer dans l'Union européenne tout de suite, parce que comme ça, on aura les 15%. On ne peut pas attendre, on ne peut pas réfléchir. L'émotion et l'impatience sont les deux grands mots de notre époque. Je me permets de rebondir, mon colonel, sur ce que vous venez de dire, qui me paraît essentiel. Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui que les instances dirigeantes du pays
réagissent au lieu d'agir. Et surtout qu'on est comme, par exemple, on l'a vu avec M. Trump, mais donc on le voit aussi avec M. Macron, on le voit pas avec M. Poutine, on le voit pas avec d'autres chefs d'État qui, eux, s'accordent le temps de la réflexion, gardent leur sang-froid, sont posés, et surtout, ils attendent de recevoir les rapports essentiels du service de diplomatie, mais il faut encore que la diplomatie fonctionne, et du service des renseignements, il faut encore que les renseignements fonctionnent. Et c'est seulement après ça, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours et plus, qu'ils vont décider. Est-ce qu'on souffre de cette pas cette réactivité, oui, alors de cette hyperactivité, en fait, est-ce qu'on est dans l'instant, on l'a vu, hein, tant M. Macron que M. Trump gouvernent le pays avec des tweets, hein. Est-ce qu'on souffre du même problème en Suisse? Alors, j'ai un de mes amis qui est dans le secteur bancaire qui me disait, à l'époque, la plupart de nos entreprises étaient dirigées par des Suisses, c'est vrai, il y en a beaucoup qui étaient colonels à l'armée. Mais on attendait, et puis il n'y avait qu'un seul canal de communication. Il n'y avait qu'un seul canal de communication. Aujourd'hui, tout le monde parle. On dira le chef d'État qui s'exprime, on a le porte-parole qui s'exprime, ensuite on a le chef d'État qui envoie un tweet, mais qui correspond pas à ce qu'il avait dit publiquement. Ensuite, vous avez le Premier ministre en France qui va de son petit laïus. Tout le monde, on ne sait plus, on est bombardé par des informations, et justement, bombardé par des informations, on devrait prendre le temps de la réflexion, de dire, faites-moi un résumé, et puis ensuite, je réagirai. Non, il faut tout de suite réagir. Ce qui fait que le citoyen ne sait plus à qui se vouer, il ne sait plus qu'écouter. Un jour, c'est blanc, le lendemain, c'est noir, le troisième jour, c'est gris, puis c'est gris clair. Voilà. Madame Kaya, est-ce qu'on devrait redonner le temps au temps? On voit qu'on est à l'ère numérique, on voit à quelle vitesse. On a l'ère du TikTok. Voilà, où vous faites un petit TikTok, ça va durer 30 secondes. Après, vous avez perdu l'attention des gens et vous êtes bombardé à longueur de journée. Oui, peut-être qu'on devrait revenir, prendre le temps vraiment de s'asseoir et de réfléchir aux choses. Et le colonel l'a très justement dit, on est à l'ère de l'émotionnel. On ne réfléchit plus, on ne prend plus un temps de recul. Ok, bien sûr, l'émotion arrive, elle est utile, hein, elle montre quelque chose, mais ensuite, il faut prendre le temps de la réflexion et d'arriver ensuite avec un raisonnement qui tient la route. Mais là, à une émotion, on répond par une autre émotion. En fait, on est uniquement là-dedans. Et puis bon, je vous dis, c'est toute la problématique du numérique. On veut aller toujours de plus en plus vite. Vous voyez bien comment ça se passe. Vous recevez un mail, puis on vous envoie un SMS pour dire est-ce que vous avez déjà lu mon mail pour répondre. Et puis répondez par WhatsApp en même temps que par. Et puis vous pouvez aussi me téléphoner. Non, mais on est carrément là-dedans. Et souvent, vous avez un deuxième email. De chaos. Et souvent, vous avez un deuxième email juste après parce qu'il y a une erreur dans le premier mail. Éventuellement, oui. Alors, il y a encore une correction qui est calme juste après. Est-ce que si on redonne le temps au temps, est-ce qu'on pourrait envisager, au lieu d'une intégration dans cet accord institutionnel, plutôt une coopération, c'est-à-dire, on redonne le temps au temps, on dit, voilà, on n'est pas prêt, on a encore des choses qu'on n'a pas, on doit s'accorder le temps de la réflexion sur certains domaines qui sont importants, du moins pour notre souveraineté, pour notre neutralité, pour nos populations. Et puis, dans ce cadre-là, est-ce que c'est illusoire d'envisager plus la voie de la coopération que de l'intégration dans cet accord institutionnel? Est-ce que ça vous semble possible, Madame Caillé? J'ai envie de dire, historiquement, l'Union européenne n'a jamais eu l'idée d'autre chose que de l'intégration de la Suisse à l'Union européenne. Donc, coopération, c'est ce que Berne nous dit. Oui, on va faire un partenariat, on va coopérer. Mais l'Union européenne ne voit pas ça du tout sous le même angle. Elle voit vraiment ça sous l'angle de l'intégration de la Suisse à l'Union européenne. Donc, je vois mal comment il est possible de retourner à on va dire, à simplement des accords bilatéraux sur des problèmes économiques ou d'immigration ou de toutes sortes de choses comme ça. Ça me paraît vraiment difficile. On est vraiment dans cette lancée, dans cette globalisation. On ne veut pas peut-être qu'il dépasse, on veut que tout le monde fasse la même chose. Vous le voyez avec l'identité numérique qui va être mise en place en Europe. La Suisse suit derrière, mais alors à quelques mois près, pour avoir une interopérabilité avec l'Union européenne. On voit bien que déjà tout ça est en train de se mettre en place. Et puis, vous avez le Conseil fédéral qui continue
dans la lancée de ces bilatérales 3, alors que il n'y a pas de vote, il n'y a eu encore aucun vote le peuple suisse ne s'est pas déterminé, et puis c'est lui qui aura le dernier mot finalement. Eh bien, malgré ça, on continue d'avancer, donc on voit bien qu'on est dans cette logique d'intégration progressive. Et est-ce qu'on peut retourner en arrière? Franchement, j'en suis pas sûre. Je crois pas que les accords, ils ont été faits pour qu'on puisse aller qu'en avant, qu'on puisse plus reculer. Donc peut-être la seule chose qu'on pourrait faire, c'est éventuellement stopper les choses maintenant. Mon colonel, est-ce qu'on pourrait penser que pour l'Union européenne, la spécificité suisse est plus un embarras qu'un avantage? En fait, on pourrait croire que sur le vieux continent, c'est utile, ça sera toujours utile d'avoir un État qui est neutre, qui est un peu hors de certains systèmes, et dans lequel on peut se réfugier ou on peut se rencontrer. Mais là, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Il semblerait que la Suisse présente une certaine insolence de succès, de prospérité, et que ça contrarie peut-être l'Union européenne dans son ensemble, et qu'ils voient pas, ils voient plus l'inconvénient de cette Suisse qui est blouie, on peut dire, qui est lumineuse, et l'Union européenne préférerait intégrer et mettre au pas, si dans ce que vous disiez, Madame Caillé, alors ce n'est pas les têtes qui dépassent, et on serait confronté à ce paradigme. C'est qu'aujourd'hui, notre spécificité et la force qu'on a chaque fois apportée avec les bons offices, avec la médiation, avec notre spécificité neutre et puis humaniste, ça dérange plus qu'autre chose aujourd'hui sur le vieux continent. Je pense sincèrement que nous dérangeons et puis que face à l'énorme dette, la dette abyssale de l'Union européenne, eh bien, il est intéressant d'avoir notre argent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'argent qui intéresse l'Union européenne, parce que sinon on pourrait leur dire, écoutez, vos 350 millions par année, on va vous les payer, puisque Madame Caillé faisait référence au club de golf, on paye le fee et puis on vient jouer. Mais il n'y a pas que ça, puisque eux veulent déjà judiciariser le commerce suisse, donc ils veulent déjà nous mettre au pas. Et ça se fera par l'intermédiaire de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, si ça marche pas bien, des bonnes sanctions, ça leur fera du bien, surtout qu'on est un petit. Alors, c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, quand vous regardez Trump, c'est la loi du plus fort. Quand vous regardez Israël, c'est la loi du plus fort. Vous regardez l'Union européenne. L'Union européenne, elle est forte face aux faibles, comme la Suisse, parce qu'on veut être faible. On veut être faible. Mais on refuse de voir nos forces. Alors, mais face aux puissants, regardez comment s'est comportée Ursula von der Leyen face à Trump. Hein? Et puis, moi qui ne suis pas réputé pour être socialiste, eh bien, on a Oskar Lafontaine, qui était un ancien ministre allemand, qui a dit « In der Ukraine, die EU handelt als Vassal der USA ». L'Union européenne, en Ukraine, se comporte comme un vassal des USA. Eh bien, l'Union européenne, c'est véritablement le vassal des USA. Et puis, ce qu'ils veulent maintenant, c'est un petit peu se venger avec la Suisse. La Suisse va devenir le vassal de l'Union européenne. Voilà. Et puis, si ça ne marche pas, on agira autrement. Je vous rappelle le célèbre blocus qui avait été fait par De Gaulle, alors que je suis un grand fan de De Gaulle, mais De Gaulle avait exercé un blocus sur Monaco. Ça n'a pas marché. La population doit reprendre en main sa souveraineté, et pas demain, déjà aujourd'hui. Mon colonel, un message d'espoir ou conclusion, ou piste explorée? Mon oncle avait l'habitude de dire « l'espoir seul suffit à rendre les fous joyeux ». Moi, je suis très pessimiste. Mais le pessimiste, comme le dit mon cousin, c'est un optimiste bien informé. Lorsqu'on dit que le Conseil fédéral a négocié les accords bilatéraux, je suis convaincu qu'ils n'ont rien négocié. On leur a imposé le paquet, ou les 4 paquets, si vous préférez. La deuxième chose, c'est quand vous regardez le Trump, Ursula von der Leyen à propos des taxes douanières, on entend dire « Oh, c'est un great deal ». Il n'y a pas eu de deal. Madame Ursula von der Leyen et l'ensemble de l'Union européenne se sont pris les 15% dans les dents. Il n'y a pas de négociation. C'est la loi du plus fort. Le but de l'Union européenne, c'est
actuellement par étapes. C'est une étape, la technique du salami, c'est de nous faire adhérer à l'Union européenne. Nous devons entrer dans l'Union européenne et obéir. Alors, comme ça ne marche pas aussi rapidement que prévu ou voulu par Madame Ursula von der Leyen, on y va par étapes. Maintenant, la première étape, c'est judiciarisation du commerce de la Suisse. Mais ne nous y trompons pas, Madame Caillé l'a aussi dit, le but, c'est notre adhésion à l'Union européenne. Et quand on voit la taille de notre pays, quand on voit la taille, donc le nombre d'habitants, imaginez le poids que nous aurons au sein de cette Union européenne. Imaginez-vous. C'est comme quand j'entendais Madame Jacqueline de Poitreau se vanter d'avoir été à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Il y a 5 Suisses à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et quand vous regardez le nombre de représentants américains ou français dans cette Assemblée parlementaire, vous pouvez imaginer le poids de la Suisse là-dedans. Donc, on a tout à y perdre. Voilà. Donc, message assez pessimiste, mais avec la solution de Madame Caillé, si la population reprend en main dès maintenant de sa souveraineté, on peut éviter ce scénario catastrophe. Allez voter. Allez voter. Réfléchissez, étudiez, lisez, pas simplement les journaux, lisez, informez-vous à gauche et à droite, écoutez non seulement ceux qui sont pour vos convictions, mais aussi ceux qui sont contre vos convictions, et pesez le pour et le contre. Prenez le temps de réfléchir au pour et au contre, et ensuite déterminez-vous et foncez. Et soutenons le mouvement fédératif roman. Absolument. Absolument. C'est le seul, c'est un des rares groupements à lutter pour ses convictions, et je vous le dis, avec détermination et dans l'intérêt public. Bon, maître. La clôture. La clôture. Bonjour, merci en tout cas infiniment. Avec la perspective et le bonheur de vous retrouver sur cette chaîne Espoir et Dignité, on a fait un tour d'horizon très très intéressant, surtout dans une période post-votation populaire. Donc, on se rappelle que dimanche prochain, on vote sur l'identité numérique et que au cours de ces prochains trimestres, on aura la neutralité, on aura d'autres objets, rien que l'inconstitutionnel, c'est 4 paquets, donc ça sous-entend que normalement on devrait être minimum consulté 4 fois. Et ce débat est très utile puisque vous avez apporté votre savoir, des éclaircissements, des précisions que probablement on n'a pas forcément eu jusqu'à maintenant. On vous remercie infiniment. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup.